Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Je pense qu'il y a des gens qui sont en bonne santé physique et qui sont malades, qui ne sont pas guéris de leurs blessures. Et il y a des gens qui vont mourir du cancer, mais ils vont mourir guéris sur un autre plan. Vous voyez, pour moi, la guérison, elle est... Enfin, c'est pareil, j'ai nuancé ça. Pour moi, c'était si on guérit, on n'est plus malade, etc. Il y a des gens, ils vivent avec des maladies chroniques ou des handicaps, et ils sont beaucoup plus, j'allais dire, en bonne santé, d'une manière générale, que d'autres gens qui, en apparence, vont bien. Merci d'être avec nous et bienvenue pour une nouvelle rencontre avec Florence Delem qui est installée sur les canapés, psychologue clinicienne, experte en prise en charge du psychotraumatisme. Mais vous allez voir que tous ces mots un peu scientifico-spirituels, on va dire ça, sont très limités, je trouve, au-delà par rapport à l'expérience et au parcours de vie de Florence. Bonjour Florence. Bonjour Marc. Merci d'être là. Eh ben, je suis ravie. Il manque un mot. Ah. Le chaman. Ah, le chaman. Pourquoi vous n'en parlez pas? Ben, je dis que je suis praticienne chamanique. Oui. Alors, quelle différence il y a? Parce que ça, je le constate très souvent dans ceux qui s'installent là. Beaucoup disent praticien ou praticienne chamanique et pas nécessairement chaman. Ben, je trouve que je me vois mal m'auto-proclamer chaman. D'accord. Je connais une vraie chamane traditionnelle, puisque dans mon parcours d'apprentissage chamanique, j'ai eu la chance de suivre un enseignement auprès de Shurla, qui est une Kalawaya, une chamane bolivienne. Donc, quand on a la chance de côtoyer des vrais chamanes traditionnels, je trouve que c'est présomptueux, mais je parle pour moi, de m'auto-proclamer chamane. Après, il y a des gens qui vont dire « Ah, elle est chamane », mais on dit toujours que c'est les gens qui disent à la rigueur que vous êtes chamane parce que vous obtenez des résultats. Mais je préfère dire que je suis praticienne chamanique, c'est-à-dire que j'utilise des pratiques que j'ai apprises lors d'initiation chamanique, auprès de chamans, on va dire, de néo-chamans et d'une chamane traditionnelle. Mais de là à m'auto-proclamer chaman, j'ai du mal. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut que vous soyez adoubé par quelqu'un? Il faut que vous soyez validé par un... Je pense... Alors, personnellement, ça, c'est vraiment mon point de vue, parce que j'ai beaucoup lu aussi de choses sur l'anthropologie. J'avais écrit un mémoire quand j'étais en fac de psycho sur l'expérience psychotique et spirituelle, où du coup je suis allée me plonger dans les livres anthropologiques sur le chamanisme. Et c'est vrai que pour moi c'est déjà une culture, et c'est vrai qu'on avait une culture chamanique en Europe. On avait les Celtes, on avait tout ça, mais qui s'est quand même un petit peu... On a brûlé pas mal de sorcières et de sorciers. Un peu, oui. Donc il y a une mémoire, on a tous une mémoire de chaman en nous, j'allais dire. Mais personnellement, je me dis que je n'ai pas atteint ce savoir-être au monde qu'ont les chamans. Enfin, pour moi, les chamans, c'est des personnes qui ont un savoir-être au monde, une reliance à la nature particulière. Alors même si je vis maintenant au fin fond de la Savoie, dans la campagne, entourée d'animaux et de nature, je n'ai pas cette connexion. Moi, j'ai travaillé avec Shurla, elle est vraiment dans la voie du sentir. Et c'est vrai que j'admire ces gens-là. Et c'est une vie d'enseignement que d'atteindre ces niveaux de perception. Je veux dire, elle lit avec tout son corps. Alors, j'ai peut-être des petits moments comme ça, mais parce que de par mon métier de psychologue, on se sert aussi on capte les choses chez ses patients. Mais voilà, en tout cas, personnellement, je n'arriverai pas à dire que je suis chamane. Après, si des gens veulent le dire parce que si je fais un soin, que ça fonctionne, tant mieux. En tout cas, c'est un honneur. Merci. De vous recevoir. Et on va parler bien sûr de votre parcours de vie qui va d'ailleurs commencer très très jeune, parce qu'on va voir à quel point la spiritualité, l'ésotérisme aussi, entrent dans votre vie très très jeune. Si le son et des fréquences bien spécifiques pouvaient guérir les blessures que même la thérapie n'a jamais résolues. Et si tu pouvais guérir sans souffrir, sans devoir revivre encore et encore l'histoire, te laisser transporter, te reconnecter à ta créativité, à ton âme d'artiste, pour écrire ton histoire. Tu l'as déjà fait,
revivre encore et encore les mêmes blessures. En parler, les analyser, les ressasser, les comprendre, mais au fond, elles sont toujours là. Tu travailles sur toi, t'as le courage, la volonté, mais parfois t'as juste plus la force de replonger. De réouvrir toujours les mêmes blessures, de gratter les mêmes douleurs depuis l'enfance qui veulent juste être libérées. Tu veux juste te sentir porté, guidé, inspiré de l'intérieur. Et si le problème, c'était pas toi, si c'était juste la méthode, et si tu pouvais guérir sans lutter, par la fréquence, par le son, par la vibration, par quelque chose de plus doux, de plus profond, qui passe par le cœur et non par la tête, parce qu'il existe une autre voie. Une voie où la guérison ne demande pas d'effort, mais l'ouverture, où l'art devient médecine, où la souffrance se transforme en grâce, en inspiration, en force intérieure, où les miracles opèrent parce que l'art, le vrai, transcende la douleur. Il nous reconnecte au divin. Il allège, il répare, il élève. La musique transporte littéralement dans un autre monde. Lors de cette soirée, je vais chanter pour toi, guidée par les fréquences de ma voix et des dauphins sauvages de la mer Rouge. Ces êtres de pure conscience amplifient l'énergie de guérison. Comme plus de 150 000 personnes dans le monde, tu vas vivre ta reconnexion par le son, en live, dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme. Je viens près de chez toi dans les plus grandes villes de France pour t'apporter les clés, les outils et les activations qui vont restaurer ta connexion au divin qui vit dans ton cœur et t'aider à soigner en douceur, par la joie, par le son, par la vibration et l'harmonie. Alors c'est très simple, tu réserves ta reconnexion maintenant sur abestetalk.fr ou via le lien juste autour de cette vidéo. Attention, les places sont limitées. Je t'embrasse fort, je te dis à très vite. Et vous l'avez dit tout à l'heure, alors moi je trouve fascinant, et c'est pour ça que j'aime cette émission, parce qu'au-delà de la pratique de l'accompagnement que vous proposez, et effectivement les accompagnements se ressemblent souvent, je me dis quelle est la valeur ajoutée de tel ou tel accompagnant de vie, coach, thérapeute, etc., etc. C'est son parcours de vie qui fait la différence. Oui. C'est son histoire qui fait la différence. Et votre histoire, elle est... le premier mot qui me vient, je ne sais pas s'il est bon, mais elle est chargée. Oui. Hein, de bonnes et de choses autres, d'expérience. Et d'expérience, évidemment. Oui. Mais on va voir tout ça. Vous avez fait des études de sciences économiques. Vous avez des masters en sciences éco, de marketing, gestion. Vous avez travaillé aussi pour des grands groupes de luxe. Oui. Donc on est quand même aux antipodes de ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, j'aime bien encore les belles choses. Je garde un sens de l'esthétisme. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai que j'arrive à 56 ans et je pense à peu près connaître ma place. À peu près. Maintenant. Mais il m'en faut plusieurs, en fait. Une seule ne me suffit pas. C'est vrai que c'est ce parcours-là. Et de dire, elle est où ma juste place, celle qui respecte qui je suis. Et pas celle dans laquelle je me contorsionne pour rentrer. Bon, voilà. Très jeune, 12 ans, connaissance avec le tarot. Vous faites vos premiers tirages de cartes. Alors oui, en fait, je pense que le départ, c'est ce monde m'angoisse. Voilà, je trouve que le monde est assez angoissant. Je suis très sensible. Alors maintenant, voilà, on met des termes, multipotentiel, hypersensible. À l'époque, on ne parlait pas de tout ça. Et donc, voilà, j'ai cette sensibilité extrême qui fait que beaucoup de choses me heurtent. La pauvreté dans le monde, les injustices. Enfin, je suis assez heurtée par ce que je vois très jeune. Et donc, je pense que je cherche des réponses. Je cherche des réponses et j'ai l'impression, j'ai ce sentiment qu'il y a autre chose derrière le solide, l'incarné. Sauf que si on remet ça sous le prisme des ados ou des pré-ados de 12 piges d'aujourd'hui, ils ne sont pas du tout dans ce questionnement. Alors s'ils sont dans ce questionnement-là, ils ne vont pas nécessairement vers le tarot de Marseille. Oui. Hein. C'est vrai que je crois qu'un des premiers livres que j'ai acheté, c'est un livre sur le tarot, un livre sur l'hypnose. J'ai essayé de m'auto-hypnotiser avec des bougies. J'étais persuadée que je pourrais recevoir des messages. J'avais un petit carnet sur ma table de nuit avec un stylo et dès que je me réveillais le matin, je notais mes rêves et puis j'avais des livres pour essayer de comprendre les rêves. J'avais vraiment déjà ce sentiment que je pouvais capter des choses et que la réalité n'était pas juste celle qu'on voyait, qu'il y avait autre chose derrière le voile. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y avait ça en moi.
Et donc oui, je faisais plein d'expériences un petit peu bizarres toute seule. Et au point de perturber votre vie, vos relations, Non, je pense que c'était une manière... En fait, comme la vie m'angoissait, comme je trouvais que ce monde était angoissant, j'étais très anxieuse, très sensible, comme je disais, j'avais besoin déjà de me dire, est-ce que je peux savoir l'avenir? Donc c'était ce côté, les tarots, dans l'idée de, est-ce que le destin est écrit? Est-ce qu'on a un libre arbitre? Bon, je me pose toujours la question. Hein. Est-ce que c'est gravé dans le marbre? Est-ce qu'on peut quand même un peu surfer sur la vague et changer de trajectoire? Donc c'était un petit peu, je pense, ces questionnements de me dire, et demain? Voilà, quand on est quelqu'un d'anxieux, je le vois avec mes patients, sortir de chez soi, c'est anxiogène. Rencontrer quelqu'un de nouveau, c'est anxiogène. Voilà, donc c'est vrai que j'avais ce truc-là. Et je pense que pour pallier mes angoisses, c'était des mécanismes de défense, j'essayais de trouver des solutions. Et donc, j'essayais de me dire, si j'arrive à comprendre c'est quoi l'avenir, qu'est-ce qui m'attend, je vais pouvoir m'y préparer. Voilà. Donc, le tarot, et d'essayer... Enfin, je l'explique comme ça avec le recul, hein, parce qu'à l'époque, j'en avais pas conscience. Je l'explique comme ça avec le recul, maintenant que je suis psy, de me dire, je pense que c'était vraiment pour pallier à mes angoisses. Et puis, certainement, cette intuition que... mon mantra préféré, c'est ce n'est pas parce que l'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Et je pense que j'avais déjà cette intuition que tout n'était pas visible, tout n'était pas incarné. Alors, quand on fait un master en marketing ou en psychologie clinique, en psychopathologie, c'est pas sur les bancs de la fac qu'on va vous apprendre ça. Non. Non, alors après, c'est vrai que quand... alors en marketing... Après, il faut être un peu psy quand même dans le marketing, il faut comprendre qui on a en face de soi, voilà. Mais après, quand j'ai travaillé donc, chez Chanel au départ, je me suis retrouvée à manager une équipe de 120 personnes. Donc là aussi, le DGRH un jour m'a dit en fait, il faut être très psychologue. J'ai dit j'aurais dû faire psycho plutôt que de faire sciences éco. Ça m'aurait plus servi pour manager une équipe. Bon, finalement, j'ai fait psycho après. Donc, je pense que dans tous les métiers, on peut avoir cette fibre, j'allais dire, de s'intéresser à l'autre, de découvrir l'autre, etc. Mais c'est vrai que sur les bancs de la fac, j'étais à Paris 7, c'était très psychanalytique, donc j'ai mangé du Freud. À côté, je me formais en PNL, donc voilà, j'avais une autre approche, ça équilibrait un peu. Je me suis passionnée pour Jung parce qu'il avait cette dimension spirituelle que Freud se refusait un petit peu. Voilà, mais... c'est vrai que c'est à côté, en fait. J'ai continué à côté. Quand on cherche, on trouve des gens, on fait des rencontres. Moi, je cherchais à comprendre, donc j'ai rencontré des gens qui ont été des maîtres, qui m'ont initié à plein de choses. Mais ces deux univers-là, entre le côté, la psychologie très pratico-pratique, si je puis dire, et la dimension spirituelle qu'il peut y avoir, notamment au travers de Jung et autres, ça ne se heurte pas dans votre accompagnement, dans votre enseignement? Alors, pendant mon enseignement, ça ne m'empêchait pas de continuer à tirer le tarot et à faire de la numérologie à mes copains et mes copines. Donc, ça a toujours été là, en fait, cet espace ésotérique, spirituel, ça a toujours été plus ou moins présent dans ma vie. Après, quand j'ai commencé avec mes premiers patients, je me souviens, ma première patiente, je venais juste d'avoir mon master de psychologie clinique, elle venait de La Réunion et elle commence à me raconter une histoire de sorcier qui était venu au moment de la mort de son père et qu'on a vu un animal sortir du nombril, du cadavre, etc. Donc, je me suis dit, heureusement que j'avais fait un mémoire avec les chamans, l'anthropologie, parce que c'est vrai que très vite, finalement, l'univers m'envoyait des gens qui me permettaient de rester ouverte à tout ça, à toutes ces dimensions. Parce que quand j'ai repris mes études de psychologie clinique, moi, je voulais être psychologue humanitaire. Je voulais aller sur les terrains de guerre. Donc, c'est très loin des paillettes et du luxe. Donc, j'ai gardé les paillettes. Mais voilà, je voulais aller sur les terrains de guerre parce que c'était là où il y avait le psychotrauma. Et puis, j'étais intéressée par les autres cultures. Moi, j'ai toujours été intéressée par les autres cultures, la découverte de l'autre, les trajectoires de vie. Donc, cette curiosité, elle m'a toujours habitée. Et donc c'est vrai que je me souviens, cette première patiente, je me suis dit, là j'allais dire, tous les dogmes que j'aurais pu, dans lesquels j'aurais pu m'enfermer, les dogmes que j'avais reçus à la fac, ils ont volé en éclats. Parce que là, c'était l'autre partie de moi qui a fait le travail avec elle, finalement, cette ouverture que j'avais. Sauf que vous ne l'entendez pas nécessairement? Je me souviens d'un grand rêve
C'est après, quand j'ai commencé le parcours d'initiation chamanique, d'abord avec la Foundation for Shamanic Studies, avec Laurent Hugli, notamment. Et il nous avait fait un travail sur le travail des rêves. Et je me souviens, j'avais fait un grand rêve. Je m'en rappelle encore parce qu'il y a des choses comme ça qui marquent dans la vie. Et ce grand rêve, à l'époque, j'habitais en banlieue parisienne, dans un pavillon. Et je faisais mon cabinet de psy à la maison. Et en même temps, je me formais à la pratique chamanique. Donc ça commençait déjà à tirailler un petit peu. C'était plutôt ça qui était dur à intégrer auprès de mes patients. Et je me souviens que ce grand rêve, je voyais arriver un Indien avec une coiffe magnifique, pleine de plumes, qui arrivait devant, oui, en banlieue parisienne, hein, qui arrivait comme ça, qui sonnait à la porte, parce que je voulais partager mon cabinet avec un médecin, dans mon rêve. Hein. Et c'est qui arrive? C'est genre le grand chaman, quoi. Et moi, il frappe à la porte et je dis non, mais moi je veux pas un chaman, je veux un médecin. Donc, vous voyez, dans ce rêve, oui, c'était le chamanisme s'imposait en disant non, ton cabinet de psy, tu vas le partager avec un grand chef indien et pas un médecin. Donc c'était vraiment bon, c'était pas dur à interpréter. C'était il faut que tu intègres ça dans ta façon de travailler. Et c'est ce que j'ai fait petit à petit. Petit à petit. Et c'est là où on se dit l'univers, on l'appellera comme on veut. Qui se rend compte que peut-être vous n'avez pas encore suffisamment bien compris. Ah ben ça, ouais, je suis un petit peu têtue. Voilà, par moment. Et 39 ans. Ouais. Il se dit peut-être, hein, oui, j'interprète ça comme ça, en se disant, si tu n'as pas compris le message, on va aller plus loin. Et quand on parle d'aller plus loin, c'est ressentir dans le corps. Voilà. Vous avez un cancer. Ouais. Oui, j'ai 39 ans. Je viens d'être maman d'une petite fille qui a 1 an et demi à ce moment-là. Je découvre que j'ai un cancer du sein, grade 3, agressif, non hormonodépendant, donc ils ne savent pas trop les soigner, ceux-là. Bon, là, tout s'arrête. Là, je me dis, c'est la mort, je ne vais pas voir grandir ma fille. Pour moi, cancer égale mort pour beaucoup de gens. Hein. Bien sûr. Même si on nous dit on le soigne beaucoup, j'ai quand même beaucoup d'amis qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment conscience que là, c'est pas bon pour moi. Donc, je suis stoppée dans mes élans de vie. C'est-à-dire, je viens d'être maman, c'est la naissance de notre fille avec mon mari. Je démarre le cabinet parce que j'ai repris à 30 ans mes études de psy. Donc, ça fait 5 ans que je suis psy. Et puis là, tout s'arrête. Donc là, Là, je ne me pose pas trop de questions. Hein. Je fais les traitements lourds, opérations, chimio, rayons, enfin voilà. Donc, 1 an, j'allais dire, dans un entre-deux, marqué par les rendez-vous à l'hôpital à Paris, etc. Donc voilà, ça, c'est très violent comme expérience. Et à ce moment-là, les nuits après les chimios, je n'arrivais pas à dormir. Et là, je ressors le mémoire que j'avais écrit pendant mon mémoire de maîtrise, qui était c'est quoi la différence entre la sagesse et la folie. Parce que quand j'avais fait mes stages, puisque quand on fait des études de psycho, on fait des stages en hôpitaux, un peu comme médecine. En immersion. Hein, en immersion, dès la licence, donc pendant 3 ans. Donc j'avais fait un stage à Sainte-Anne. Et au début, j'avais confondu un patient avec un infirmier psychiatrique pour dire que finalement, la limite entre la sagesse et la folie, je ne l'avais pas bien perçue. C'est ça. Et pourtant, c'était un patient qui souffrait de paranoïa assez sévère, mais il parlait très bien de psycho, que moi, j'ai cru que c'était un soignant. Mais il en savait beaucoup plus que moi. Et donc, ça m'avait troublée, cette expérience. Donc, j'étais restée avec ça et je me suis dit, mais à quel moment, l'histoire du normal et du pathologique, j'avais lu le livre de Canguilhem, à quel moment on dit on bascule dans la folie, la maladie mentale. Donc ça m'avait troublée. Et donc, j'avais fait mon mémoire de Master 1, qui était la différence entre l'expérience psychotique et l'expérience spirituelle. Qu'est-ce qui fait que, dans certains pays, ici on enferme en psychiatrie, on donne des camisoles chimiques, et ailleurs on dit c'est un grand maître spirituel. Donc ça me troublait énormément. Donc j'ai cherché, c'est là où je suis c'est quoi les premières expériences spirituelles? C'est le chamanisme, pour moi en tout cas. Et j'ai commencé à plonger là-dedans. Alors j'avais déjà fait des rencontres, hein. Je faisais des arts martiaux au temps du corps à Paris, il y avait un psychanalyste qui venait avec le tambour, donc j'avais déjà fait des expériences de transe comme ça, chamaniques, mais je ne savais pas quoi en faire. J'avais plein de visions qui m'arrivaient, mais je ne savais pas quoi en faire. Donc je savais que j'avais cette sensibilité-là, mais bon, j'avais mis ça de côté. Et c'est vrai qu'au moment où je suis tombée malade, je me suis posé pourquoi je suis malade,
qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, j'ai cherché le pourquoi dans tous les sens, hein, le pourquoi du comment. Je me suis vraiment retourné le cerveau, j'ai vu des gens. Enfin, voilà, j'ai vraiment essayé de comprendre. C'est la suite immédiate. Voilà. Après le verdict, j'imagine, c'est le pourquoi. Voilà, c'était le pourquoi. Après le diagnostic. Pourquoi ça m'arrive? J'avais une bonne hygiène de vie, je faisais du sport, je mangeais correctement, donc je ne comprenais pas. Et c'est vrai que donc, ça m'a vraiment reconnecté à ma partie spirituelle que j'avais mis un peu de côté avec le travail, avec l'arrivée de ma fille. Bon, j'avais pas le temps, on remet ça. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois dans ma vie que j'ai mis de côté cette partie spirituelle, il m'arrivait des trucs pas très sympas. Et là, je me suis reconnectée à ce mémoire, aux chamans, en me disant, il faut que j'aille rencontrer des chamans, c'est des guérisseurs. Moi, je me suis dit, je vais mourir, donc voilà, je vais tout essayer. Donc, c'était ma quête. Alors, j'avais déjà cette quête de est-ce qu'on peut guérir de tout en tant que psychologue, puisque étant psychologue spécialisé dans le psychotrauma, je voyais des gens qui avaient vécu des trucs terribles. J'ai travaillé à Médecins du Monde, donc voilà, des gens qui revenaient, des migrants, qui ont subi des agressions très graves, la guerre, etc. Donc, je me disais, est-ce que je sentais qu'il y avait une partie d'eux qui avait disparu. On perd quelque chose quand on vit un traumatisme. Et en tant que psy, je n'arrivais pas à récupérer ça. Je me disais, la personne, ce qu'on appelle un clivage, elle a perdu une partie d'elle dans ce traumatisme et je ne sais pas comment faire. On ne m'a pas appris. Je ne sais pas comment faire pour aller retrouver ça. Et donc, quand moi, je suis tombée malade, je me suis dit, mais en fait, je vis un trauma, comme ce que j'ai vu chez mes patients. Je développe ça. Et donc, est-ce qu'on peut guérir de ça? Est-ce qu'on peut guérir physiquement et est-ce qu'on peut guérir psychiquement? Donc, c'est devenu ma quête personnelle et ma quête en tant que psychologue, en fait. Est-ce qu'on peut guérir de tout, en fait? Et en tant que femme atteinte de ce... est-ce qu'on peut revenir de tout ça, quoi? Et dans quel état? Bien sûr. Est-ce qu'on peut guérir ces blessures? Donc, c'est devenu cette quête pour moi et pour ensuite mon entourage, mes patients. Et c'est là vraiment où je me suis reconnectée au chamanisme. Et donc, à la fin de mon traitement, il y a le Salon du Livre à Paris. Donc, les nuits, j'écrivais aussi. J'écris un journal intime parce que je me disais, si je meurs, je voudrais que ma fille lui reste quelque chose. Je veux lui transmettre des choses. Donc, j'ai écrit un journal intime. Et je me suis dit, je vais au Salon du Livre, je vais voir si je peux trouver un éditeur. Parce que j'ai des amis qui avaient eu des cancers qui m'avaient dit, écoute, tu l'as écrit au moment où tu étais, pas dans l'après-coup. Et vraiment, c'est une parole qui peut aider et les gens malades et les gens qui les entourent. Donc, je suis allée au Salon du Livre, ma première grande sortie après des mois à l'hôpital. Voilà. Et là, au moment de repartir, je tombe sur le stand de Mama Édition. Il y avait la grande affiche du livre « Le chaman et le psy », écrit conjointement par Laurent Hugli et le docteur Olivier Chambon. Exact. J'achète le livre, je rencontre les deux éditeurs qui me disaient « Mais demain, ils seront là tous les deux. » Alors, je rentre en banlieue, je lis le livre pendant la nuit, je dis « J'ai retrouvé ma tribu. » Ils pensent comme moi, enfin, ils sont space, c'est des psys, enfin, pour Olivier Chambon. Mais ils ont cette ouverture-là que j'avais depuis toujours, mais que j'avais du mal à assembler, ce que vous me demandiez tout à l'heure. Ce fameux Indien qui frappait à ma porte, là. Et donc, je lis le livre, je retourne le lendemain au Salon du Livre, je rencontre Olivier Chambon, je rencontre Laurent Hugli, et Laurent, je lui dis, mais moi, je veux être initiée à ça, quoi. Parce qu'en fait, je pense que c'était cette voie-là que je cherchais depuis très longtemps, avec mes tarots, mon pendule, enfin, j'ai un peu tout essayé. Et et je faisais de la danse africaine, donc le rythme, la danse, la trance, tout ça. Et donc, je suis allée au premier stage de la FSS, la Foundation for Shamanic Studies, et puis là, j'ai fait tout le cursus, entre guillemets, si vous parlez de cursus, la formation des 3 ans, et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est ça que je cherchais depuis très longtemps. Là, d'un seul coup, la réalité qui m'avait toujours semblé dure et étriquée, elle a pris une ampleur incroyable, et là, enfin, pourtant, je ne suis pas très grande, mais j'ai trouvé de la place pour cette façon que j'avais d'aborder le monde, en fait. Et ça a complètement changé ma vision de la vie, de la réalité. Et donc, ça m'a réparé aussi de cette expérience du cancer. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que là, on se dit formidable. L'univers lui fait comprendre, parfait, il n'y a aucun souci. Tout va bien. Elle a pris conscience, elle y va, elle s'engouffre dans la brèche, elle rencontre les bonnes personnes. Ah complètement. Tout se met en place dans ma vie, etc. etc. Non. Je n'avais pas tout compris. Il y a un deuxième cancer. Ouais. 4 ans et demi après, je récidive du premier. Et là, en plus, j'étais en train de faire la formation des 3 ans. Entre la première et la deuxième année, je récidive. J'ai rien loupé. Hein. J'ai pu me faire soigner entre les 2 années. Et là, j'aborde pas du tout le deuxième cancer de la même manière.
La première fois, j'étais terrorisée. Première chimio, j'étais une petite fille apeurée. Je tremblais de froid. Enfin, j'avais mon psy, j'avais une séance d'hypnose. Je m'accrochais à sa voix comme à une bouée pendant une tempête. Oui. C'était vraiment c'était une expérience terrorisante. Et la deuxième fois, alors j'ai pas dit youpi, on y retourne. Hein. On est bien voilà, je me suis dit, mais vraiment avec les pratiques chamaniques, j'avais cette communauté aussi parce que j'ai gardé tous les amis que j'ai encore aujourd'hui, c'est des gens que j'ai connus dans les stages. Là, je me suis dit, je vais décider qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire. Des gens du groupe ont fait des voyages pour moi. Voilà. Donc vraiment, il y a eu ce soutien. Moi, j'avais mes esprits alliés, j'avais mon animal de pouvoir, je faisais des voyages chamaniques, donc j'avais cette force que je n'avais pas la première fois. Je me sentais soutenue. Ça a été encore, voilà, j'ai eu un traitement qui n'était pas très sympa, mais j'y suis pas allée du tout pareil que la première fois. Plus combative? Alors plus combative, en me disant bon, pourquoi ça revient déjà? Et puis, mais avec l'idée que, oui, je pense. Alors, je sais pas si j'étais plus combative. C'est la première fois que j'étais combative. Je voulais vraiment sauver ma peau. J'avais une petite fille d'1 an et demi. Il n'était pas question qu'elle soit orpheline. Donc, j'avais promis que, de toute façon, quoi qu'il se passe, je serai toujours là. Bien sûr. Enfin, elle a 18 ans, elle a le bac, je suis là. Ah, donc, voilà. Mais j'ai tenu ma promesse. Mais en fait. C'est pas combatif, j'avais beaucoup plus de force intérieure. Il y avait quelque chose à l'intérieur, une force, j'écoutais mes intuitions, je décidais qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais pas faire comme traitement. J'ai rencontré plein de bonnes personnes. Et là, évidemment, deuxième cancer, et je croise qui? Une deuxième voie chamanique. J'étais en train de terminer, j'allais dire, tout ce chemin avec la Foundation for Shamanic Studies. Et là, j'emprunte la voie bouddhiste, parce qu'à ce moment-là, je vis à Montpellier. Je voulais plus avoir cette peur de la mort. Donc, je vois un thérapeute qui était directeur du centre bouddhiste à Marseille, qui faisait de l'EMDR. Donc, j'avais le Dalai Lama, j'avais des Bouddhas comme en face, autour de moi, tout ça. Je faisais ma thérapie d'EMDR parce que je voulais plus avoir peur de la mort. J'ai dit, j'en ai marre de traîner ça, je veux plus avoir peur de la mort. Donc, je travaille ça avec lui pendant plusieurs mois. Et il me dit, mais ça serait bien que tu rencontres mon maître tibétain, parce qu'il y a des mantras, il y a des pratiques avec Garuda, l'esprit Garuda, enfin la divinité Garuda pour le cancer, etc. Il vit en Italie, etc. Moi, je pars en Italie avec mon mari qui est moitié italien, donc ça tombait bien. J'arrive là-bas, c'était déjà une retraite un peu avancée. Moi, j'y connaissais rien, je comprenais rien. Il parlait en tibétain, c'était traduit en italien. Enfin bon, on me retraduisait vaguement en anglais. Enfin, donc, premier jour, je sortais encore d'une période de traitement lourd. Premier jour, mon mari me voit partir dans les champs, partageant avec mon tambour chamanique. Je tape du tambour et je dis aux esprits, bon, je ne suis pas venue jusque-là pour que je comprenne que dalle. Faut m'aider maintenant. Faut m'aider. Et le lendemain, il y a un monsieur qui arrive, il parle français, il m'explique tout. Et là, tout ce débat. À ce moment-là, j'en vivais à Montpellier. Pareil, j'avais pris contact avec une personne qui m'avait un peu expliqué comment ça se passait. Psychiatre, bouddhiste. Elle organise du yoga chez elle régulièrement. On devient amis. Et là, un jour, je vois, donc, elle organise on faisait une Gana Puja, enfin des cérémonies bouddhistes chez elle. Et puis là, je vois une femme arriver qui me dit « Ah, je te connais pas, etc. » Bon, on commence à parler. Et je lui dis « Oh non, mais moi, je suis juste venue recevoir un enseignement pour pratiquer Garuda parce que j'ai eu 2 cancers. » Et elle me dit « Tu connais Tchourla ?» Comme ça, hein. Elle ne savait pas que j'étais sur un chemin chamanique. Je lui dis, non, c'est qui Tchourla? Elle me dit, c'est une chamane bolivienne. Tout de suite, elle me dit ça. Et je dis, je veux la rencontrer. Donc, moi, j'étais à Montpellier. Tchourla est réfugiée politique à Genève. Elle venait régulièrement à Grenoble. Donc, je repars. Alors, j'étais avant en Savoie. Je repars régulièrement. Elle me fait les bains à Aymara parce qu'elle soigne. Elle nous met dans des bains, donc tout nus. Et donc, le premier bain, c'est le bain de l'eau. On nettoie les mémoires depuis notre naissance. Et après, elle nous emballe dans un drap blanc qui représente le placenta. C'est la voie du sentir. Et donc, elle est Kalawaya, porteur d'arc-en-ciel. C'est comme ça qu'on les appelle, les chamans là-bas, bolivienne. Elle a fui la dictature à 20 ans. Son premier mari est fusillé là-bas.
Elle est récupérée en Suisse, elle est réfugiée politique en Suisse, elle refait toute sa vie en Suisse, elle se marie avec un psychologue qui ne sait pas du tout qu'il a épousé une chamane. Et un jour, elle récupère un tissu qui avait été brodé par sa chamane qui lui dit, toujours par hasard, hein, les chamanes, c'est toujours des choses un peu... voilà. Et elle récupère ce tissu et ça veut dire qu'elle doit dire qu'elle est chamane et qu'elle peut commencer à soigner. Et donc son mari a appris qu'elle allait mettre des gens tout nus dans sa baignoire pour les soigner parce qu'elle était chamane. Et j'ai eu la chance de rencontrer cette femme. J'ai suivi des enseignements pendant 12 ans avec elle, à la Voie du Sentir. Donc j'ai appris aussi à faire les bains à Aymara avec elle. Et donc on travaille avec le feu, la lumière, l'eau, la terre, avec les éléments. Donc ça a été une très très belle rencontre. Et là donc une chamane traditionnelle. Donc j'ai cette voix du tambour et j'ai la voix du sentir qui est venue, voilà. Et Tchourla vous dit pas, tu es chamane? Alors, la première fois qu'elle me met dans la baignoire, elle m'appelle Chamanita, petite chamane. Voilà. Ça commence. Et moi je me suis dit, elle dit ça à tout le monde. Et après les autres m'ont dit, non, non, elle dit pas ça à tout le monde. Bon, mais c'est tout. Comme je disais au début, quand on connaît des gens comme ça, quand on voit l'amour qu'elle a, elle a vécu des choses terribles en Bolivie. Hein. Elle a été emprisonnée, elle a été torturée, elle a vécu des choses terribles. Quand on voit la résilience de cette femme et l'amour qu'elle a pour son prochain et la lumière qu'elle a, c'est une petite indienne, elle vous prend dans les bras, vous prenez une bouffée d'amour. C'est sûr. Donc quand on y va, ma fille, elle dit, non, j'en veux encore. Voilà. L'abrazio de guérison, on appelle ça. Je ne peux pas me mettre... Alors, il n'y a pas d'histoire de comparaison, mais je n'en suis pas du tout là. Peut-être dans une prochaine vie. Non, mais là... c'est simplement pour le fait que, encore une fois, ça n'est qu'un titre ou peu importe, mais aujourd'hui, d'ailleurs, dans votre accompagnement dont on va parler, vous avez mis en application tout cet enseignement. Oui, très tout clairement. à fait. Non, mais elle aurait pu vous dire tu es chamane, point. Voilà. Je ne vais pas faire un focus là-dessus, mais voilà. Non, mais c'est parce que je suis toujours très, très étonné de voir des personnes, et notamment des psys comme vous, d'avoir eu tout cet enseignement, tout ce parcours de vie, toute cette résilience, tout ce travail. Ça se compte en dizaines d'années. Enfin, ah bah oui, j'en ai 56, donc... Voilà, c'est quand même un parcours important. Oui, c'est vrai. Donc, et ne pas mettre le mot chaman dessus. Mais voilà, on referme la parenthèse, c'est pas... Voilà. On en a souvent parlé avec Laurent Hugli, parce que lui aussi, il dit qu'il est praticien chamanique. Et c'est vrai que, déjà, par respect pour ces traditions, vous voyez, il y a ce côté aussi... Ça va plus loin, ça va beaucoup plus loin. Il y a ce côté aussi... on est des Occidentaux, on a colonisé beaucoup de pays, on a dépossédé beaucoup de gens de leur culture, et je ne voudrais pas faire partie de ces personnes qui, à mon tour, dépossèdent et utilisent... Alors bien sûr, les gens, ils payent mes séances, ils payent mes stages, hein, donc je ne fais pas les choses gratuitement. Donc je m'en sers aussi, j'ai investi aussi du temps, de l'argent, des placements et beaucoup de pratiques, c'est des heures et des heures et des heures de pratique. Mais il y a ce respect aussi de me dire, on leur a déjà enlevé beaucoup de choses à ces communautés, à ces peuples premiers. Laissons-leur leur culture. Et moi, j'ai vraiment à cœur aussi de pouvoir, même quand j'anime des stages ou quand je transmets des fois vraiment en petit groupe à des gens, de rappeler d'où ça vient tout ça. D'où ça vient. Enfin, moi, je trouve que c'est important. Oui. Donc, je préfère leur laisser le mot chaman et moi, je dis que je suis praticienne chamanique. Bon, en tout cas pendant 12 ans, vous allez la suivre, suivre son enseignement, ce qui doit être un enrichissement extraordinaire. Oui, parce elle fait un programme, mais elle ne suit jamais le programme. Donc, c'est toujours beaucoup de surprises. Et la première question qu'on a envie de savoir, la santé. Mais je vais bien. Là, ça fait le deuxième cancer, je ne sais même plus les dates. C'était 2013, donc ça fait 12 ans. Je vais bien. Alors, la grande question, là, évidemment, et je lis déjà les commentaires des sceptiques et autres qui vont dire « Oui, mais elle a quand même fait tous les traitements ». Alors, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais je ne comprends pas que tu fasses... » Bon, la première fois, j'étais tellement terrorisée, ma fille avait 1 an et demi. Oui, tout est bon à prendre. Vous avez 39 ans, on vous dit à cet âge-là, vous ne réfléchissez pas, vous faites chimio, rayon, opération. Mais comme moi, je me suis toujours soignée depuis très jeune. Moi, ma maman, elle nous soignait avec de l'homéopathie, je me suis avec l'acupuncture. Donc, pour moi, aller faire de la chimio, c'était m'empoisonner. Hein. Vraiment, j'y suis allée en me disant « J'ai une petite fille, j'ai une responsabilité, donc je ne peux pas prendre le risque. »
Donc, je fais ce qu'on me dit. Mais j'ai vu plusieurs médecins. Et le cancérologue que j'ai choisi à Paris, c'est un monsieur que j'adore et qui est très ouvert à plein de choses. Donc, quand j'ai eu le deuxième, il m'a dit « Flo, tu fais tous tes trucs à côté. Hein. » Voilà. Oui, en parallèle. C'est pour ça qu'on dit voilà. On ne se substitue pas à un avis médical, bien entendu. Non. Mais de manière complémentaire et en parallèle, on peut dès le premier cancer, je faisais de l'acupuncture toutes les semaines, les lendemains de mes chimios, toutes les semaines je faisais de l'acupuncture. Ça m'a évité beaucoup d'effets secondaires. J'avais un médecin gynécologue qui était médecin anthroposophe, donc j'avais plein de compléments. Voilà, j'ai fait plein de choses pour renforcer mon organisme. J'ai changé complètement mon alimentation. J'ai viré le sucre, le lait de vache, parce que ça fait flamber les cellules cancéreuses. Donc je me suis intéressée à tout ça, puisque je baignais déjà un petit peu là-dedans avec ma maman qui était ouverte à ça et qui nous a soignés très jeunes avec l'homéopathie, l'acupuncture et les plantes. Donc en fait, je n'ai pas... Pour moi, la voie de la sagesse, c'est la voie du milieu. Ça fait un peu, j'enfonce des portes ouvertes quand je dis ça, mais après, je respecte les gens qui ne veulent pas du tout aller vers la chimio, etc. C'est une expérience très violente. Je ne suis pas convaincue de l'efficacité. La preuve, c'est que j'ai récidivé, donc mon cancer a été résistant à la première chimio. D'ailleurs, mon oncologue, quand j'y suis allée, je lui ai dit « tu ne me rebrancheras pas à ça ». Il m'a dit « mais de toute façon, non », parce que c'était exactement le même, au même endroit. Il m'a dit « ça ne sert à rien ». Donc ça n'a pas été efficace. Ça n'a pas été efficace. Donc j'ai refait la curithérapie. Après, moi, je fais la radiothérapie, j'ai fait la curithérapie. Mais à côté, j'ai continué. Donc j'ai vu toujours là, j'ai fait les bains, j'ai continué à travailler sur moi avec le MDR. Enfin, j'ai essayé vraiment de travailler sur tous les plans de conscience, le côté vraiment physique, je change d'alimentation, je fais du sport, enfin, et puis sur les différents plans. Donc, je pense que ça, la voie de la guérison, elle se situe à plein de niveaux. Il n'y a pas que le corps, il y a le psychologique, il y a l'énergétique. Dans votre fort intérieur. Qu'est-ce qui m'a guéri ? Franchement, je ne sais pas. Je pense que je ne saurais jamais. Parce que j'ai même reçu, ça faisait un peu trafiquante, mais je me souviens, pareil, une des personnes que j'ai rencontrées dans les stages de FSS, qui était infirmière, qui a vécu, c'était où ? En Équateur, au Mexique, bon, en Amérique latine, qui me dit « je connais un chaman, les hôpitaux là-bas, quand ils ne savent plus quoi faire des gens qui ont des cancers, ils envoient au chaman, il a des plantes ». Donc je me suis récupérée dans une bouteille en plastique des plantes, je suis allée voir Tchourla, je lui ai dit il y a un chaman de là-bas, il m'a donné ça, tu crois que je peux le prendre ? Alors, elle en a mis un peu dans son café, elle me dit il t'a dit combien ? Alors, tu prends que 2 fois par jour, pas 3 fois. Elle en a bu, elle me dit oui, tu peux y aller. Alors, j'ai fait confiance. On a dû sentir, elle sait, c'est bon pour moi. Je sais pas, peut-être c'est ces plantes-là, peut-être c'est les bains Aymara. Mais en tout cas, vous avez tout tenté. Je me suis dit, bien sûr. J'ai la chance déjà, moi je reconnais, on a la chance d'être dans un pays où on peut être bien soigné, on peut être bien détecté en avance, parce que c'est ce qui m'a sauvée. Moi, c'est parce que j'ai fait des contrôles réguliers qu'on a vu la deuxième fois la tumeur. Le cancer que j'ai eu, il était très vite agressif et il pouvait se développer en quelques mois. C'est ce qui s'est passé. Donc, je suis très contente d'aller faire mes examens, mes IRM, etc. Et donc, je remercie d'être dans un pays où on a cette possibilité-là. Et après, j'ai eu la chance que des rencontres se fassent. Et après, voilà, j'ai été aussi guidée par mes esprits alliés, parce que moi, je tape du tambour, je fais mes voyages chamaniques. Je suis inspirée par ça beaucoup. Est-ce que ces esprits, vous leur avez parlé en leur disant « ça y est, c'est bon, j'ai compris là ». Ouais, j'aurais dit la prochaine fois, dis plus doucement. Oui. Bon, après, maintenant, j'ai vraiment intégré ça dans ma vie, donc la spiritualité. Après, ce que je disais, j'ai mis un petit post sur la guérison cette semaine sur Instagram, où je disais, c'est quoi être guéri ? Je pense qu'il y a des gens qui sont en bonne santé physique et qui sont malades, qui ne sont pas guéris de leurs blessures. Et il y a des gens qui vont mourir du cancer, mais ils vont mourir guéris sur un autre plan. Vous voyez, pour moi, la guérison, c'est pareil, j'ai nuancé ça. Pour moi, c'était si on guérit, on n'est plus malade, etc. Il y a des gens, ils vivent avec des maladies chroniques ou des handicaps, et ils sont beaucoup plus, j'allais dire, en bonne santé, d'une manière générale, que d'autres gens qui, en apparence, vont bien. Et qui forgent l'humilité. Ouais, exactement. Donc, ça aussi, j'ai évolué dans la question, c'est quoi la guérison ? Je pense que c'est vraiment savoir qui on est vraiment, arrêter de se contorsionner pour rentrer dans des chaussures ou dans un système ou dans des boîtes, c'est ça, je l'ai fait longtemps, se suradapter,
Accepter, moi j'accepte aujourd'hui que j'ai une hypersensibilité, que je peux avoir des moments d'angoisse encore, des choses comme ça. Et je vis avec ça parce que je me dis c'est aussi ma force. C'est aussi ce qui fait que quand j'aborde un patient, j'ai toute cette sensibilité, j'ai une porosité des limites, comme on dit, qui fait que je vais sentir. Et puis on rajoute là-dessus le chamanisme, c'est sûr que j'ai des intuitions et que les thérapies, ça va beaucoup plus vite parce que d'un seul coup, je fais le bon exercice de PNL, la bonne séance d'hypnose où je me dis, celui-là, il va passer aux pratiques chamaniques et puis on va lui ramener son animal de pouvoir et puis il va apprendre à faire des voyages chamaniques. Et donc j'ai commencé. En fait, ce qui marche pour moi, je me dis toujours, c'est dommage que j'en fasse pas profiter les autres. Donc j'essaye toujours de transmettre. Mais alors justement, transmettre, alors évidemment, vous le faites au travers des émissions, l'émission que vous faites sur vos réseaux sociaux, évidemment, sur vos accompagnements et autres. On va en parler, bien sûr, avec la voix de l'intuition. Mais est-ce que justement, on parlait des bancs de la fac tout à l'heure, vous avez suivi le cursus universitaire classique. Oui. Vous pourriez maintenant, à l'inverse, proposer du contenu à la fac Vous en êtes quand même l'exemple vivant. Et vous l'avez expérimenté jusque dans votre chair. C'est pas que de la théorie de papier. Ah non, c'est pas de la théorie. Moi, je fais jamais aux autres ce que j'ai pas testé sur moi. Je teste longtemps. Et quand je vois que ça fonctionne, je me dis, c'est dommage de ne pas en faire profiter les autres. Et vous n'avez pas fait de démarche en ce sens? Pas encore. Ouais. Pas encore, parce qu'en fait, j'ai consacré quelques années où j'ai eu besoin de me retirer même de mon métier de psy. Parce que mon mari a eu un gros truc. Nous, on est plus forts que la mort. Ça ne durera pas, mais... Donc, il a eu un gros truc à 8 ans. Donc là, je me suis dit, je ne peux pas tout gérer. Et je voulais vraiment... en fait, avec la pratique chamanique, ça a vraiment ouvert un canal. Et je me suis mis... j'ai toujours écrit. Et là, vraiment, pendant un stage de chamanisme, une nuit comme ça, je n'arrivais pas à dormir. Et j'ai vraiment tout un scénario de livre qui m'est arrivé. Une histoire magnifique. Je dis ça parce que j'estime que ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Elle n'est pas encore éditée, je cherche un éditeur. Et donc, et là, c'était vraiment juste après le premier cancer. Hein. Donc là, j'ai dit aux esprits, OK, vous voulez que ça soit 4 tomes, mais alors là, il va falloir me donner du temps parce qu'il va falloir me prêter de la vie. C'est l'information que vous avez, 4 tomes. Oui. C'est-à-dire qu'on me fait aller dans les annales akashiques, dans le monde d'en haut. Ouais. Et là, je vois un petit esprit qui arrive. Et il arrive et il y a 4 livres. Et pour moi, c'était un livre. Et je fais 4 livres. Mais moi, je n'ai jamais écrit un roman. J'avais écrit mon Héroïne anonyme, qui avait été édité. Je n'ai jamais écrit un roman, donc quelque chose de complètement imaginaire. Il me dit, il me montre 4 livres. Et là, je commence à écrire. Et j'écris, j'avais déjà eu le début du synopsis et je m'étais dit, wow, c'est génial. Et là, c'est vraiment un roman initiatique chamanique. C'est une jeune fille qui doit sauver le vivant sur la planète Terre. Donc, il y a des messages écologiques. Enfin, il y a vraiment un peu de géopolitique. Il y a vraiment un peu de tout. Et qui doit se former auprès des peuples premiers, au chamanisme, à l'alchimie, à différentes choses. Et je reçois cette histoire. Et là, je me dis, mais c'est incroyable. Et donc, à un moment donné, je me consacre. Je me dis, je veux me consacrer. On m'a offert cette histoire, je veux qu'elle soit écrite. Et toujours dans l'idée de transmission, en disant, j'ai pas envie d'écrire un livre autobiographique. C'est ce que j'allais vous demander. Pourquoi ne racontez-vous pas votre histoire? Il doit y avoir un peu de vous dans cette jeune femme. Elle s'appelle Fleur de l'Épine. Bon, moi, c'est Florence. L'héroïne, elle s'appelle Julia, comme ma fille. Voilà. Et le papa, il s'appelle Andrea, c'est le deuxième prénom de mon mari. Il y a des petites... Ça commence à l'époque, j'habitais en Haute-Savoie, il y a l'abbaye de Tamier, où on allait régulièrement se promener. Donc, bien sûr, il y a des choses comme ça qui sont là. Je trouvais que... Alors, peut-être par humilité, j'en sais rien. J'avais pas envie d'un truc auto-centré. Et j'avais envie, justement, que ça puisse toucher les jeunes aussi. Avoir envie de leur transmettre un message, justement, sortez des écrans. Et encore, au moment où j'ai commencé, il n'y avait pas trop d'écrans, mais maintenant je vois. Et parce que le monde est tellement... la réalité, elle est incroyable. Il y a ce que vous voyez, ce que vous touchez, il y a l'autre côté. Et moi, ce livre, je voulais qu'en lisant ce livre, les gens soient initiés, en fait. Que ce soit un livre vraiment initiatique au sens propre, avec un enregistrement de tambour et qu'ils apprennent à faire des voyages chamaniques. Et donc, ce livre, c'est 4 tomes. Donc, j'ai voulu consacrer du temps à l'écriture, me retirer un peu du monde, en fait, de la souffrance humaine,
Et puis j'ai redémarré parce que je crois que c'est vraiment un métier qui me passionne. J'aime découvrir les autres, j'aime aider les autres. Alors aider, les accompagner en tout cas sur un chemin quand ils ont envie d'aide. Et là, j'ai réouvert mon cabinet. Donc ce que vous m'évoquez, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'avec l'émission, y a des gens qui diront, bah, tiens, ça pourrait être intéressant. Mais déjà, ne serait-ce qu'en termes de témoignages, je trouve que c'est quand même assez... ça serait intéressant d'aller sur les bancs de la fac pour expliquer votre parcours. C'est pour ça que je vous disais que le livre autobiographique peut aussi servir de porte d'entrée pour accéder peut-être à des... Alors j'avais pensé, parce que le livre Héroïne anonyme, bon, l'éditeur n'est plus de ce monde et la maison d'édition a disparu, donc il n'est plus édité. Je m'étais dit je pourrais reprendre cette histoire, parce qu'il n'y avait que le premier cancer, il n'y avait pas le deuxième. Entre-temps, il y a eu tout ce chemin chamanique, le bouddhisme aussi. Donc je m'étais dit je pourrais reprendre ça, mais avec des petits flashs sur ma vie, et puis voilà, que ça soit aussi des ouvertures pour que les gens se disent ah bah tiens, je pourrais peut-être emprunter ce chemin-là, ça a l'air intéressant. Voilà, pour que ça puisse résonner chez les autres. Après, au niveau des psys, voilà, moi j'ai des amis, il y a Olivier Chambon, ils font beaucoup de recherches, mais plus avec les plantes. Moi, c'est pas mon chemin aujourd'hui, de tout ce qui est plantes chamaniques. Ça a été la voie du sentir et la voie du tambour. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens, des psychologues, psychiatres, qui travaillent sur ça, sur ces avancées-là. Après, c'est tout le travail avec la transe, en fait. C'est pour ça que moi, l'hypnose... je trouve que de travailler, quand on est psy, avec les états d'expansion de conscience, c'est très puissant. Et on peut vraiment faire avancer les gens beaucoup plus vite dans la thérapie, parce que la thérapie qui dure 20 ans, les gens n'ont plus le temps. Souvent, ils arrivent, ils sont en état d'urgence, ils sont déjà sous antidépresseurs, parce qu'en France, ils vont d'abord voir le généraliste qui les met tout de suite sous antidépresseurs avant de dire « allez peut-être voir un psychologue ». Et donc, je trouve ça dommage. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de pratiques thérapeutiques qui peuvent aider les gens rapidement à aller mieux. Dont la vôtre. Alors, oui, c'est mon petit, petit cocktail. La voie de l'intuition. Oui, alors, la voie de l'intuition. Ouais. La voie de l'intuition, évidemment, avec les 4 portes que vous évoquez, la puissance, la libération, la réunification et la manifestation. Comment vous avez construit cet accompagnement ? Alors, c'était pas évident parce que... je faisais beaucoup les choses comme ça et je voulais créer un accompagnement qui soit à distance pour que les gens puissent... gérer comme ils veulent. Gérer comme ils veulent, qui soit suffisamment long, donc c'est sur 6 mois. Il y a de l'individuel et du groupe, c'est-à-dire qu'il y a 2 lives par mois où on est en groupe, en petit groupe, où je fais faire des pratiques, où les gens me disent. Il y a du contenu... hypnose, PNL, rituel chamanique et pratique chamanique. Et l'idée, c'était de les amener à un chemin de transformation. Et donc, je me suis servi de ce que je vois en cabinet, de ce que j'ai vu aussi pour moi avec le chamanisme. Et je me suis dit, voilà, au départ, les gens, quand ils arrivent à mon cabinet, ils vont pas bien. Et l'idée, c'est pas d'aller plonger dans ce qui fait mal et de les mettre encore plus mal. Donc, c'est déjà de leur redonner de la force. Donc, on travaille sur l'estime de soi et la puissance intérieure. L'estime de soi, je le fais travailler avec l'hypnose. Donc, dans l'accompagnement, il y a du contenu avec l'hypnose guidée. Et le chamanisme, c'est aller récupérer son animal de pouvoir. Donc ça c'est la première porte, c'est vraiment l'estime de soi et la puissance. La deuxième porte, c'était, je vois bien que c'est bien beau d'aller vers le spirituel, le développement personnel, etc. Mais si on n'est pas allé voir ces ombres, de toute façon, à un moment donné, elles reviennent vous visiter. Un petit shadow work. Voilà. Donc, je me suis dit, souvent, et je le vois avec mes patients, les gens arrivent et ils sont agis par les charges émotionnelles qui sont en lien avec leurs événements passés. Des histoires passées, des traumas plus ou moins lourds. Et ils ont beau avoir 50 ans, 60 ans, s'ils n'ont pas libéré ces charges émotionnelles, eh ben, ils continuent à agir en fonction de ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit garçon, une petite fille qui réclame la barbe à papa qu'elle n'a pas eue à la fête foraine 30 ans après. Alors, je parle de la barbe à papa, c'est gentil, mais voilà, l'enfant qui n'a pas été aimé, l'enfant qui a été abusé, etc., qui est toujours actif dans la personne et qui vient réclamer son dû X années plus tard. Donc, je me suis dit, là, donc la deuxième porte, c'est celle qui fait un peu plus grincer, mais c'est celle de la libération émotionnelle. Ouais. Toujours avec, à chaque fois, il y a du contenu hypnose, PNL,
des fois sous hypnose. Donc tout est guidé, hein, tout est enregistré ou en vidéo. Et puis, et pratique chamanique. Donc dans la deuxième, eh bien, c'est ce qu'on appelle les extractions. Donc j'apprends aux gens à rencontrer un esprit allié spécialiste des extractions. Et donc, ils peuvent se faire des auto-soins avec leurs esprits alliés. La troisième porte, donc, c'est la réunification. Oui. C'est ça qui me manquait au départ en tant que psy avec mes patients. Quand je disais, j'ai l'impression qu'ils avaient perdu quelque chose et je n'arrivais pas à le retrouver. Et c'est les chamans qui m'ont donné la réponse. C'est ce qu'on appelle le recouvrement d'âme. Les chamans, ils disent, quand on vit un traumatisme, il y a un bout d'âme qui s'échappe dans une autre réalité. Le chaman, il fait un voyage chamanique, il ramène le bout d'âme, il l'insuffle dans la personne. Et donc, le recouvrement d'âme, moi, je l'ai vu pour moi, je l'ai vu pour des gens, c'est vraiment un soin magnifique où d'un seul coup, on se retrouve soi-même. Parce que les bouts d'âme, on peut se les faire voler, on divorce, l'autre il garde un bout d'âme, vous gardez un bout d'âme, enfin tout le monde se garde des bouts d'âme. Voilà, on vit des choses difficiles, on perd des bouts d'âme. Donc, à force de perdre des bouts d'âme, on n'est plus très entier. Donc, avancer dans la vie quand on n'est pas complet, c'est difficile aussi. On peut du coup avoir des vides et donc on remplit ça par des addictions, etc., etc. Donc le recouvrement d'âme, c'était essentiel. Et là, je le vois parce que j'ai mon premier groupe qui a quasiment fini l'accompagnement. Et là, vraiment, le passage où ils ont les recouvrements d'âme... mais elles changent de tête. Je les vois, elles changent de tête, elles sont lumineuses, et ils. Donc vraiment... Et puis le dernier, c'est la manifestation, parce que moi, dans les voies de l'intuition, l'idée, c'est vraiment de dire que chacun puisse trouver sa juste place dans le monde. C'est-à-dire, on est jeune, on nous dit tu feras ça, à l'école tu feras ça, maintenant il y a Parcoursup, j'en sors. Donc voilà, est-ce que je rentre dans les cases? Et puis à un moment donné, on se rend compte que finalement, on se suradapte, on se fait beaucoup de mal. Et finalement, c'est de comprendre qui on est. Donc si on s'est libéré de ce qui ne nous appartient pas, ou de notre histoire, si on a récupéré les petits bouts qu'on a perdus en route, qu'on a de la force, de la puissance et qu'on a développé ses intuitions avec l'animal de pouvoir, etc., eh bien là, on peut manifester sa juste place. Voilà, on est guidé. Donc moi, l'idée, c'était de dire, je veux que les gens puissent, au-delà, parce que j'ai fait des stages sur un week-end, mais là, c'est sur 6 mois, donc les gens ont le temps d'apprendre à faire des voyages chamaniques. Ils ont des rendez-vous individuels avec moi. C'est à leur rythme aussi. C'est à leur rythme. Donc, et ils apprennent à recevoir des soins par leurs esprits alliés. C'était ça. Moi, en fait, ce que j'aime, c'est rendre les gens autonomes. C'est-à-dire leur transmettre, les guider pendant un temps. Et à un moment donné, ils ont les outils pour s'aider eux-mêmes. Et c'est ça, pour moi, je m'en suis rendu compte, même avec mes patients en thérapie, c'est vraiment ça. Et quand j'ai des gens qui me rappellent 10 ans après, parce que j'ai beaucoup déménagé, et qui me disent, vous savez, hein, je vois toujours ma biche, c'est son animal de pouvoir. Je me dis, c'est génial. Ça me fait plaisir de me dire c'est quelque chose qui reste et ça leur a permis d'aller mieux dans leur vie. Vous avez toujours la cabane aux rêves? Ah bah oui. Alors la cabane aux rêves, c'est parce que j'habite dans l'avant-pays savoyard. Je suis une Parisienne à la base. J'habite dans une vieille ferme en Pisé, dans l'avant-pays savoyard, entourée de vaches. Et en fait, j'ai une petite cabane sur pilotis. C'était plus pour faire un complément de revenu au départ, qui est sur un couloir écologique. Et donc, j'ai réouvert mon cabinet à l'intérieur. Et le week-end, elle sert aussi en Airbnb. Et c'est aussi un lieu, quand les gens veulent vraiment recevoir une initiation sur 2-3 jours, un peu comme une retraite, où là, ils m'ont pour eux tout seuls, j'allais dire, profiter du lieu, parce que c'est vraiment un lieu, je peux taper du tambour à minuit dehors, je dérange personne. Et donc oui, la cabane aux rêves, c'est ce lieu... C'est un joli nom. Oui, mais d'ailleurs, il y a des attrape-rêves. C'est étonnant, hein? Oui, il y a des attrape-rêves que j'ai appris à faire avec Tchourla, et qui décorent la cabane. Oui, c'est vraiment un lieu à part. On se sent un peu à l'autre bout du monde, parce qu'on n'a pas de voisins, on est vraiment un petit creux de nature. Quand on descend, pour aller chez moi, on a vraiment l'impression de descendre dans le monde d'en bas. Enfin, ceux qui connaissent un peu les différents plans. Parce que vraiment, il n'y a que de la nature, on descend, on se demande où on arrive. Et la cabane, elle est encore plus bas. Et après, il n'y a plus personne après nous, il y a le ruisseau. Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup d'oiseaux. Donc c'est vrai que c'est dans le livre, la saga chamanique que j'ai écrite, c'est ça aussi, c'est de remettre le vivant au cœur de ça, l'écologie, le respect du vivant en général. C'était important pour moi aussi de parler de ça. Quand vous faites ces jolis voyages, et ces accompagnements, qui sont aussi des voyages, quelle vision vous avez sur notre monde d'aujourd'hui? Alors, je me souviens une fois avoir fait un voyage comme ça, j'ai pleuré pendant 2 heures après. Où c'était, je ne sais plus ce qu'on nous avait dit, parce qu'on part toujours avec une intention quand on fait un voyage chamanique, où j'ai vu l'absurdité de ce qu'on fait aux vivants. Et là,
Il y a la loi du plomb qui vient de passer, où on autorise de nouveau certains pesticides. Moi, j'ai eu 2 cancers. On sait que la France, le taux de cancer chez les enfants, on est un pays très touché. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ça me révolte. Je voudrais aller faire péter tous les bidons de glyphosate qui existent. Non, mais vraiment, j'ai des envies de terrorisme parfois. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que là, on est face à une épidémie mondiale de plein de choses, aussi d'obésité. J'ai eu la chance de voir David Servan-Schreiber très peu de temps avant son décès, mais vraiment 1 mois avant. J'avais eu la chance d'être recrutée, voilà, de le rencontrer, discuter avec lui. Et vraiment, c'est ça de se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire aux vivants, à la planète Terre? Parce que la planète Terre, les Indiens Kogi, c'est mes stars de mon livre. J'adore les Indiens Kogi, je rêve d'aller les voir. Eux, ils disent, la planète, elle va survivre. Mais évidemment. Elle a survécu à plein d'autres choses. C'est pour ça que quand j'entends souvent... Il ne faut pas sauver la planète. Mais bien sûr, cette phrase... Moi aussi. ...me sort par les yeux. Mais moi aussi. La planète... Qu'est-ce que vous faites pour la planète? Non, c'est qu'est-ce qu'on fait. Là, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. C'est nous qui allons disparaître, hein, c'est pas la planète. Hein. Et il y a plein d'autres espèces qui n'auront aucun mal à survivre. Il y en a qui vont... Voilà. Et c'est vrai que je vois le dernier rhinocéros blanc qui est mort. Et donc dans ce voyage-là, oui, c'est ça qui m'a heurté, c'est d'arracher le veau pour nourrir l'enfant humain de lait de vache, arracher le veau de la mer pour le tuer. Enfin, après, je ne veux pas rentrer dans le truc. Je mange aussi un peu de viande. Mais c'est ce côté de non-respect du vivant. Et alors, là, je parle des animaux, mais bon, moi, j'ai travaillé dans l'humanitaire. Donc là aussi, ce qui se passe pour les femmes dans le monde, les enfants... je ne comprends pas cette... Mais est-ce que justement dans vos voyages, est-ce que moi je les appelle les instances supérieures, vous disent qu'il y a un vrai changement de paradigme, parce qu'on l'entend ça en permanence. Moi je l'entends ça. Une nouvelle génération, changement de paradigme, on est obligé d'être dans ces énergies-là, en ce moment, sur ce plan terrestre, pour ensuite... je pense, on et vous je donne le ces souhaite. informations-là? Alors, je pose pas forcément aussi loin, j'allais dire que plus dans... Vous voyez, la semaine dernière, j'avais un patient, un jeune qui a moins de 30 ans, qui me dit « Je veux que la violence faite aux femmes dans ma famille s'arrête avec moi. » Et je me suis dit « Waouh, ça y est !» Il y a des jeunes hommes qui viennent voir la psy et qui disent « Je ne veux pas que ça continue à passer à travers moi et à se transmettre. » Parce que là, on parle de violence au sens large. Et juste déjà, et j'allais dire que moi, j'essaye de faire ma part à mon niveau, de vivre dans un lieu de nature, moi, il n'y a pas de pesticides dans mon jardin, de planter des fleurs, d'admirer les abeilles, de récupérer une ruche, des choses comme ça. J'essaye d'acheter des choses chez le paysan qui fait du bio à côté. Donc, je pense que c'est dans chaque geste. Et oui, bien sûr qu'il y a un changement de paradigme, et souvent, et même dans l'individu, quand on change d'état dans notre vie, on passe par des moments d'inconfort. Moi, je suis passée par 2 cancers, où ça peut être très violent. Et c'est souvent ça qui fait une prise de conscience derrière. Donc, je pense que de toute façon, à un moment donné, les générations là, actuelles, elles n'auront pas le choix. Juste avec le défi de l'eau, elles n'auront pas le choix. Et je pense qu'il y a vraiment des gens qui pensent déjà à tout ça, et il y a des solutions. J'ose espérer, j'ai cet espoir. C'est vraiment... Parce qu'en plus, vous avez une descendance, donc oui. Elle n'a que 18 ans. Oui. Donc elle va vivre en plein fouet tout ça. Oui. Et puis sûr. bon, elle a vu... On a tous des enfants. Oui, elle s'est tapé du temps. Enfin, maintenant, pour l'instant, elle a mis ça de côté. Toute petite, toute petite. Elle a rencontré Tchourla et Mamita. Oui, c'est vrai que... Après, elle fera son chemin, elle choisira ce qu'elle veut faire, etc. Mais en tout cas, il y a des graines qui ont été plantées, et puis après, elle verra. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi auprès de mes patients. On ne doit jamais rien souhaiter pour les autres, mais en tout cas, quand les gens viennent taper à ma porte en me disant « moi, j'aimerais aller mieux, j'aimerais pas refaire ce que j'ai vu faire dans ma famille, voilà, si j'ai des enfants, je voudrais pouvoir être autrement avec, etc. »
Et ben, je me dis, ma juste place, elle est là aujourd'hui. Et puis, avec l'écriture, j'espère aussi que je pourrais aussi transmettre des choses à travers ça. Florence, pas de site internet. Je vous ai dit, je sors de ma grotte. Pas de site internet. Bon, il y a les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram. Bon, sur Instagram. En psycho, je suis sur psychologue.net. Je vais être je serai sur l'index aussi. Je suis sur votre index. Ouais. Je suis sur Facebook. Bon, ça va, on peut vous Il y a la cabane au rêve aussi qui est sur Instagram. Donc on peut me trouver. Si on veut, on la me voix trouve. de l'intuition. Hein. Oui, alors on me trouve parce que je communique un peu plus là depuis quelques mois. Comme j'ai créé cet accompagnement, je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse connaître. Bien sûr. Donc j'ai mon ami Johan qui m'a dit, il est temps que tu sortes de ta grotte et que tu te mettes en lumière. Alors vous voyez, je l'écoute. Hein, je me fais coacher par mon ami astrologue. J'écoute. J'écoute ses conseils parce que c'est quelqu'un de très lumineux. Absolument, il est oui, incroyable. Oui, Johan m'a dit, monte dans le train de la spiritualité. C'est maintenant. Alors, quand on vous dit un truc comme ça, c'est très abstrait en même temps. Il est où c'est quelle gare Quel quai À quelle heure il arrive À quelle heure il arrive Est-ce que je suis dans les temps? Bon. Mais voilà, non, c'est un chouette. Ah oui, moi, on s'est connus Johan Roche. Au premier stage de chamanisme. Et vraiment, il était déjà très, très lumineux. Et il est passionnant. Il a une approche de l'astrologie qui est assez unique. Il est très médium en même temps. Oui, en même temps, il a vraiment, il capte énormément de choses. Donc, je me fais aider aussi dans des moments un petit peu comme ça où on ne sait pas trop où on va. C'est bien. Et il m'a dit, il serait temps que tu sortes de ta grotte et que tu te mettes en lumière. Alors là, là on y est. Là, je vais sous les spots. Là, il y a ce qu'il faut. Donc, merci en tout cas pour ce parcours Marc, de vie. Merci Marc de m'avoir reçu. Merci infiniment, c'est passionnant. Merci pour tout ce que vous allez pouvoir propager, diffuser, accompagner et puis permettre certains changements, certaines prises de conscience, parce que c'est aussi ça, hein, le principe de parler de tout ça. Est-ce que ce joli monde du luxe, aujourd'hui, vous avez gardé des contacts? Alors, je ne vais pas dire le nom, mais... oui, j'ai encore quelques personnes qui y travaillent, mais j'ai ma sœur qui y travaille. Okay. Il y a encore quelqu'un, elle est graphiste. Ils savent ce que vous faites? Alors, il y a certaines personnes qui m'ont recontacté au moment de la Covid, et dont un qui était, on était représentants à l'époque en même temps. Et il est venu à la cabane au rêve, il a fait un stage de chamanisme, il a rencontré son gorille au dos argenté, et donc ça a été très... oui, même dans le luxe, il y a des gens qui sont très ouverts. Bien sûr. Coco Chanel était très spirituelle. Dans ces milieux-là, il y avait quand même... il y a toujours. Et donc oui, j'ai gardé quelques contacts où des gens sont revenus à moi. Et donc oui, je dis... C'était pas évident au départ de... J'avais ce côté, l'Indien qui tape à ma porte. Et ça a été difficile. Et là, de se faire aujourd'hui ce que je fais, et sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, de dire je suis psychologue et praticienne chamanique. Oui, c'est pas simple. Hein. Voilà, je le disais, les gens le savaient, c'était le bouche à oreille. Tiens, Florence, si tu veux, elle peut te faire un soin chamanique, etc. Parce que j'ai fait beaucoup de soins aussi à une époque. Bon, j'en fais encore, mais je préfère transmettre aux gens qu'ils apprennent à le faire pour eux. Mais c'est vrai que c'était d'associer les deux. On est quelques psys en France, initiés, mais parfois ils font d'un côté le chamanisme et de l'autre côté le psy. De mélanger les deux, de manière un petit peu plus ouverte, c'est un peu plus difficile. Parce que c'est vrai qu'on aime bien mettre les gens dans des cases. Mais bon, je crois que là, j'ai un petit peu fait péter les cases puisque je suis là. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Merci en tout cas, Florence. Merci beaucoup, Marc, et à toute l'équipe. Chemin de résilience, évidemment, et de spiritualité pour s'ouvrir à d'autres réalités. C'est le but de toutes ces émissions. Oui. Et si on y contribue, c'est très bien. Merci en tout cas. Prenez soin de vous. Merci. Vous aussi. Vous commentez, vous qui nous regardez, commentez avec bienveillance comme toujours. Vous allez partager cette émission. Je le sais qu'il va y avoir beaucoup de commentaires et peut-être même de suggestions pour prendre contact. Alors, elle n'a pas de site internet pour l'instant. Allez sur les réseaux sociaux, Florence Delem, et vous aurez toutes les informations pour suivre son enseignement et son accompagnement. À très bientôt. Merci Marc, Merci. À bientôt. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.